Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Oui, la question centrale, c'est celle-là. Mais ne la posons pas d'abord... Le micro. Bon. Oui. Oui. Ne la posons pas d'abord en termes de l'opposition comme groupe. Avant d'arriver à ce niveau, regardons d'abord les opposants comme personnes et comme individus. Une chose m'a beaucoup frappé au Bénin. Pendant les campagnes électorales, l'un de ceux qui, quand j'ai vécu là-bas, prétendait à diriger le pays était un homme très riche, Adrien Oumbédi. Et chaque fois, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent qu'il avait pour les peuples? J'ai vu, on passe toujours devant sa belle maison à Porto Novo. Et je vois aussi tout ce qu'il y a autour de cette belle maison. Et je me posais la question, mais quelle est la relation entre la richesse qu'il y a dans cette belle maison et tous ces gens autour à qui il s'adresse pour demander leur voix? Et là, ça m'a troublé. Je me suis dit, et s'il commençait par s'intéresser un peu, ça ne demande pas des millions, hein. C'est juste l'intérêt, le regard qu'on a sur ces gens et la manière de partager leurs conditions et leurs souffrances pour montrer qu'avant d'être homme politique, on est un humain et que ces sentiments de l'humanité qu'il y a en nous, que cela puisse se voir pour qu'on fasse confiance. Voilà ce qui m'a d'abord troublé. Deuxièmement, j'ai été troublé dans mon propre pays, puisque on pose des questions comme si le problème était au niveau financier. J'ai vu les opposants se faire racheter par le pouvoir en place. Du temps de Tshisekedi qui combattait Mobutu, Mobutu achetait énormément des gens qui étaient autour de Tshisekedi. Et je me suis toujours demandé, ils ont fait quoi de cet argent? Et en recherchant, j'ai compris qu'ils ont utilisé cet argent pour eux-mêmes. Et je me suis dit, mais s'ils aimaient bien ces peuples pour lesquels ils demandent des voix, cet argent que Mobutu a donné, et nous savons qu'ils l'ont, pourquoi ça n'a pas servi au moins à adoucir la misère? Et là, j'ai compris que le problème, il est dans l'orientation que l'on veut donner à ses relations avec son propre peuple. Et ce n'est pas, pas une question de moyens. Si c'était une question de moyens, l'opposition serait battue par le pouvoir, parce que le pouvoir a des moyens. Mais c'est une question d'esprit. Et de la manière dont, quand on est dans l'opposition et qu'on veut organiser l'opposition, comment on se comporte par rapport à ses propres compatriotes. Et c'est là, c'est de toutes petites choses que l'on voit si on est devant un homme politique qui se soucie du peuple ou si on est devant un homme politique qui ne se soucie que de lui-même. Et le problème des oppositions en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'opposants qui se soucient d'eux-mêmes et de leur accession au pouvoir. Et ça se voit. Et le peuple peut très vite voir qu'on ne veut pas, on ne s'occupe pas de ce que le peuple doit être.
C'est cela la question des fonds. Et maintenant, j'arrive au groupe comme tel. Quand on est un parti d'opposition, vous dites que le rôle n'est pas de construire des infrastructures publiques. Jusque-là, je suis d'accord. Hein? Mais cela n'empêche pas qu'on puisse organiser les citoyens pour sortir de la pauvreté. C'est-à-dire tout le travail que les mouvements, les ONG, tout ça, on peut avoir des ONG estampillées opposition. On peut avoir des jeunes qui s'organisent pour le quartier. Est-ce que les jeunes qui s'organisent pour la propriété de leur quartier, le pouvoir va venir les chasser parce qu'ils mettent de l'ordre dans leur quartier? Est-ce que des jeunes qui arrivent à faire comprendre qu'ils travaillent pour le pays et pas pour renverser le pouvoir? En fait, le pouvoir, il a peur d'être renversé. Mais le pays a besoin d'être construit. Et il faut que les partis politiques animent les jeunes pour la construction du pays et pas seulement pour les élections. Moi, ce qui m'a frappé dans mon pays, c'est que beaucoup de partis politiques n'existent que pour les élections. Ça c'est pas normal. On n'existe pas pour les élections, on existe pour changer le pays. Et ce que je propose là, c'est qu'on montre qu'il y a cette volonté de changer le pays en organisant autrement les forces dont on dispose. Parce que nos partis politiques d'opposition disposent de beaucoup de forces. Hein. Quand on veut les mettre dans la rue, on les met dans la rue. Mais pourquoi on ne les met pas, par exemple, dans le nettoyage de nos quartiers? C'est pas possible. Hein? C'est des choses aussi simples que ça. Donc, repenser l'opposition en termes de construction du pays. Et à ce moment-là, on peut voir que l'opposition veut vraiment s'engager dans cette perspective-là. C'est cela que je veux dire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'esprit. Bon, sur la question qui est posée concernant Horus. Horus, ce n'est pas l'homme providentiel qui va nous sauver. Non, Horus, ce sont les nouvelles générations dans leur ensemble et la capacité qu'elles ont à s'organiser pour faire autre chose, pour proposer autre chose. Ce n'est quand même pas normal que dans nos pays, les générations nouvelles aient dans leurs esprits les mêmes schèmes mentaux que les schèmes des adultes qui ont détruit le pays. Ça veut dire que nos systèmes d'enseignement, et la proposition moi, que j'ai faite, c'est en fait investir les systèmes d'enseignement pour y créer des alternatives. Et c'est pas possible que les universités travaillent avec comme esprit l'idée que quand on finit, on entrera dans le pouvoir en place, qu'on se comportera comme tous les autres, qu'on concevra la politique comme une mangeoire. Alors, pourquoi on fait l'université quand on a votre âge, si ce n'est pas pour proposer autre chose au pays? Alors, si les jeunes ne sont pas aux Russes, eh bien, c'est perdu. Et moi, je ne crois pas que c'est perdu. Parce qu'il est possible aujourd'hui que les jeunes disent, ils savent bien se révolter quand ils se révoltent, non? Mais pourquoi ils ne disent pas, nous nous révoltons pour autre chose? Moi, je suis toujours étonné de voir, par exemple, je suis professeur d'université, et je vois ce qui se passe dans les méthodes d'enseignement à l'université, dans l'organisation même des structures universitaires. Je vois qu'on forme des imbéciles. Mais je ne vois pas une seule fois des étudiants qui disent « Nous refusons les méthodes d'enseignement aujourd'hui parce que vous voulez nous rendre imbéciles. »
Mais ça commence par là. Je ne les vois pas contester des professeurs pour dire, professeur, ça, ce n'est pas comme ça qu'on forme des étudiants. Nous ne sommes pas d'accord. On va voir les recteurs pour dire, ton professeur là, nous n'en voulons pas parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais il y a au moins là une manière de prendre ses responsabilités face à ce qu'on peut être. Par exemple, décider de ne jamais tricher. Oui. Ça, c'est la décision qu'ils peuvent prendre à tout moment. Ne jamais tricher et ne jamais permettre qu'il y ait un étudiant qui triche. On arriverait dans une situation où le professeur poserait son examen et sortirait, en sachant qu'il n'aura pas, on n'aura même pas l'idée de tricher. Mais pourquoi il triche? Voilà les transformations à faire au cœur de notre système éducatif. On a demandé, le nous, c'est qui? Est-ce que c'est ceux qui se prostituent avec... Non, non. Les nous, c'est ceux qui sont ébranlés dans leur conscience par ce qui se passe et qui est inacceptable. Et nous sommes plus nombreux que ce que vous pensez. Et c'est là, est-ce que vous vous sentez ébranlé par ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que vous vous dites, moi je vais m'engager pour que les choses changent? Je ne veux pas que la génération qui vient après moi puisse vivre ce que nous vivons. Ce sont des questions que beaucoup se posent. C'est ceux-là qui doivent se mobiliser, discuter et changer des choses. C'est ceux-là que les partis politiques devraient mobiliser, parmi les jeunes particulièrement. C'est pour cela que les partis politiques devraient aussi apprendre à unir leurs forces en fonction d'une vision. Mais quand on voit comment ils se divisent, et divisent les jeunes du même coup, on peut douter qu'ils aient une volonté d'avancer. Mais moi, je crois qu'il y a des forces du changement, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Et ce sont ces forces-là qui doivent s'organiser. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui croient encore au dialogue. Hein. C'est bien de croire. Hein. Mais le dialogue suppose que vous parlez le même langage et que vous avez les mêmes valeurs. C'est ça le cœur du dialogue en Afrique. La palabre africaine, c'est qu'on était d'accord sur le fait qu'on va trouver une solution. On s'y conformera et le village vivra heureux. Mais aujourd'hui, l'opposition qui va au dialogue, là, qui croit vraiment, profondément, qu'on écoutera ce que les opposants diront et qu'ils écouteront ce que le pouvoir dira? Moi, j'ai trouvé quand même incroyable que quand votre facilitateur ghanéen est venu, votre président n'était pas là. Ça ne vous a rien dit. Vraiment, ça ne vous a rien dit sur le contenu du dialogue où le principal concerné, il ne vient pas. Non, à ce moment-là, le Ghanéen aurait dû comprendre lui-même que c'était fini. Et rentrer tranquillement, eh bien, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas le dialogue. Hein. Le dialogue exige un minimum de confiance réciproque. Ça exige une même foi dans les valeurs d'humanité. Et ça exige la foi dans l'intérêt supérieur de la cause nationale. Quand cela n'est pas fait, bon, il ne faut pas s'attendre à de faux miracles. Il faut aller dans l'autre sens, qui est l'investissement maintenant dans des générations qui à un certain moment croiront qu'on peut changer les choses. Et vous avez raison maintenant de comprendre le rôle des réseaux internationaux qui n'ont pas intérêt à ce que le système change. Il faut... en fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'au lieu de vous attaquer aux marionnettistes, vous vous attaquez aux marionnettes.
Et ça, c'est vraiment une erreur stratégique incroyable. Parce que les marionnettes, bon, quelqu'un les fait bouger. Si on s'attaque à celui-là, les marionnettes ne bougeront pas. Mais on fait comme si la bataille doit être contre les marionnettes. Mais à ce moment-là, la cible est mal choisie. Et je crois qu'en Afrique aujourd'hui, les cibles autour du pouvoir sont mal choisies. Il faudrait maintenant qu'on commence. Peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps que vous ne croyez. Hein. L'une des forces de notre civilisation, c'est de croire aussi au temps. C'est de croire au temps. Un jour ou l'autre, le temps réglera le problème. Hein? Nous, la prostate a réglé le problème de Mobutu. Donc il faut s'organiser aussi en fonction de ce qui se passera au bout. Parce qu'à la fin, nous serons tous dans la tombe. Hein? Mais il faut qu'il y ait des forces qui puissent continuer dans l'autre direction. Et ces forces-là, c'est dans l'éducation qu'elles se forgent. Voilà, Marie. Merci. Vous avez la question du traumatisme. Oui, bon, oui. Les traumatismes que nous avons subis. Mais vous aurez remarqué, moi, je leur ai donné une dimension positive. Nous ne sommes pas traumatisés pour mourir. Nous sommes traumatisés comme dans l'initiation africaine. Les jeunes, quand ils vont dans l'initiation, mais il y a des choses incroyables qui les traumatisent. On va leur dire dans la nuit hein, qu'il y a des bêtes sauvages tout autour, là. Mais allez quand même chercher les marmites au village. Et il y a une peur terrible, mais l'homme doit vaincre cette peur-là. Et les adultes savent bien qu'il n'y a pas d'animaux sauvages. Mais les jeunes sont dans un tel traumatisme que l'initié doit pouvoir vaincre ça. Et quand on finit l'initiation, on acquiert cette conscience qu'on peut vaincre les traumatismes. Et je crois que c'est ça qu'il faut que, surtout les jeunes générations, que nos universités deviennent des centres de détraumatisation historique pour qu'on comprenne que tout ce qui nous est arrivé là, c'est pour nous rendre plus forts. Et quand on est plus fort, on peut avancer. Vous dites, le dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Rien. Voilà. Hein? Quand les choses ne marchent pas, il faut avoir le courage de dire rien. On ne va pas continuer à faire des choses qui ne vont pas. Et quelqu'un a demandé aussi, on a tué nos héros de l'indépendance, les Lumumba, les Moumié, Nyobe et tous les autres. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on n'a pas tué Castro à Cuba. Il était à 60 km des États-Unis. Pourquoi les nôtres, on les a tués, et c'est lui leur ennemi qui était à côté à 60 km, ils ne sont pas parvenus. Eh bien, c'est parce que lui, il s'était entouré de son propre peuple comme bouclier. Et que nous n'avons pas protégé les nôtres. Il y a notre responsabilité en tant que citoyens africains là-dedans. C'est que nous avons manqué de stratégie pour protéger les nôtres. Et nous avons même trahi les nôtres. Hein? Tous ceux qui ont été assassinés chez nous, c'est nous qui les avions trahis. Parce qu'on n'avait pas un système pour protéger. Mais il faut alors construire ce système. C'est cela que conduit la détraumatisation. C'est la construction des systèmes pour protéger ceux qui peuvent nous aider à aller de l'avant. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.